La planète Pandora d'Avatar. Combien de secrets cache-t-elle réellement? Commençons par son apparence. Elle ressemble beaucoup à la Terre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une planète. C'est en réalité une lune, un satellite qui orbite autour d'une gigantesque planète. Qu'elle abrite la vie n'est pas un secret. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que Pandora possède un dieu perceptible. Une entité surnaturelle omniprésente, appelée Eywa. Elle semble être la conscience vivante de la planète. Peu importe l'arbre que vous choisissez. Si vous y plantez une sonde, vous verrez d'innombrables signaux circuler. C'est comme un système nerveux, le réseau d'Eywa. Chaque arbre est comme une cellule de son corps, et pourtant, elle reste silencieuse. Elle n'intervient jamais, ne prend jamais position. Son rôle est celui de mère nature. Devant elle, tous les êtres sont égaux, tout est en équilibre. Même si les humains exploitent tant la planète et transforment ce monde verdoyant en chaos, elle n'intervient pas. Mais quiconque arrive sur Pandora est forcément bouleversé par ces merveilles. Les montagnes flottantes, ces énormes masses rocheuses qui lévitent dans les airs, défient toute logique terrestre. Serait-ce l'œuvre d'un dieu? En réalité, cela n'a presque rien à voir avec Eywa. Cela est lié aux richesses de Pandora. Cette planète contient un minerai rarissime dans l'univers, qui vaut sur Terre environ 40 millions de dollars le kilo. Grâce à ce matériau, l'humanité peut réaliser des avancées majeures dans les moteurs antimatière, les voyages interstellaires ou encore les communications plus rapides que la lumière. C'est justement ce minerai supraconducteur qui explique deux phénomènes uniques. D'abord, les arches rocheuses, formées par des concentrations extrêmes de fer attirées autrefois par le champ magnétique du minerai, à une époque où la planète était encore en fusion. Avec le refroidissement, la roche s'est érodée mais ses anneaux sont restés et leur centre contient toujours ce minerai. Ensuite, les montagnes flottantes, le minerai qu'elles contiennent entre en répulsion avec celui situé sous la surface, annulant la gravité, un principe semblable au train à lévitation magnétique, mais à une échelle que l'homme ne pourra jamais atteindre. Seule la nature peut accomplir cela. Et pourtant, l'homme est venu ici pour s'emparer de ce pouvoir. Comparons maintenant avec la Terre d'Avatar. À cette époque, la Terre est devenue un monde cyberpunk sans vie. Il n'y a plus de nature, seulement des humains et leur création, plus aucune trace de verre. La surpopulation, la technologie envahissante et l'épuisement des ressources ont tout détruit. Les plantes et les animaux sont devenus rares. Dans ce monde froid, l'humanité a perdu son âme et la bonté ne survit plus que chez les plus faibles et les oubliés. Comme cet homme en fauteuil roulant, un ancien soldat blessé, aux jambes paralysées, abandonné par son pays. Pauvre, il vit dans un sous-sol sombre. Sa vie n'a plus de sens, il est vide, désespéré. Jusqu'au jour où une grande entreprise le contacte et lui annonce que son frère jumeau a été assassiné. Avant sa mort, celui-ci participait à un projet génétique secret visant Pandora, pour créer un avatar. L'entreprise y a investi énormément d'argent et ne peut pas tout arrêter. Ils ont donc besoin de lui, car il partage le même ADN que son frère et peut le remplacer. Fatigué de la Terre, il accepte. Après 5 ans en sommeil spatial, il arrive sur Pandora. Au début, il pense être dans une base militaire, partout des machines de guerre, comme si une guerre mondiale allait éclater. Ses forces sont là pour éliminer tout obstacle à l'exploitation des ressources. Face à eux, les Na'vi, habitants natifs de Pandora, refusent de céder, et le conflit dure depuis des années. Même avec des armes primitives, ils infligent de lourdes pertes aux humains. L'air de Pandora est toxique. Un humain ne peut survivre que 4 minutes sans protection. La forêt cache aussi des créatures redoutables. Et même le général humain a failli y laisser sa vie. Connaissant la guerre, les humains se préparent au pire, mais en parallèle, ils lancent un autre plan, la diplomatie. Grâce à la génétique, ils créent des corps Na'vi appelés avatars, reliés à l'esprit humain, permettant de les contrôler à distance. Le but est de s'infiltrer chez les Na'vi et de les convaincre de partir. Le projet est dirigé par une scientifique brillante mais au caractère difficile, qui n'aime pas les militaires. Pourtant, contre toute attente, la connexion fonctionne parfaitement. Il entre dans son avatar, peau bleue, queue, longue chevelure, et surtout, il retrouve l'usage de ses jambes. C'est une renaissance. Il court, de plus en plus vite, sans le vent sur sa peau et la terre sous ses pieds. Tout est réel, vivant, magique. Après tant d'années, il ressent enfin quelque chose. Mais lorsqu'il se déconnecte, il revient dans son corps humain. Peu après, le général le contacte en secret. Il ne croit pas à la paix et veut obtenir des informations sur les faiblesses des Na'vi pour les détruire rapidement. En échange, il promet de lui rendre l'usage de ses jambes. Ancien soldat, il accepte. Plus tard, la scientifique l'emmène dans la forêt, un monde préhistorique immense et magnifique où la nature semble renaître sous ses yeux.
Ce n'est peut-être pas l'enfer dont parlait le général. Ils arrivent dans une vieille école abandonnée où elle enseignait autrefois aux enfants Na'vi, mais aujourd'hui tout est détruit, avec des impacts de balles sur les murs. Puis il s'enfonce dans la jungle. Curieux, il explore, jusqu'à réveiller une créature gigantesque. Il sort son arme, mais la scientifique l'arrête. C'est un marteau-tonnerre dont la peau est impénétrable. Il ne fait que défendre son territoire. Soudain, les créatures reculent. Ce n'est pas lui qu'elles craignent, mais le prédateur derrière lui, le Thanator, le chasseur ultime de Pandora. Malgré ses réflexes, il manque de mourir plusieurs fois. Il n'a qu'une solution, sauter dans le vide. La bête ne suit pas. Il survit, mais il est seul, perdu dans une jungle inconnue, remplie de dangers. Il improvise une arme, mais une flèche est déjà pointée sur lui. Une Na'vi se tient là, et dans son regard brûle une haine profonde envers les envahisseurs.